Bienvenue dans le podcast Migraphone. Dans ce podcast, nous explorons la diversité des migrations à partir de nos expériences migratoires. Je m'appelle Ekat et avec d'autres personnes migrantes, nous échangeons sur divers sujets en lien avec la migration. Nous rencontrons aussi des militants et des militantes, des chercheurs et des chercheuses travaillant sur la question. Le 24 février 2022, c'était le jour où la Russie a lancé une offensive militaire contre l'Ukraine. Il faut rappeler que la guerre n'a pas commencé hier. Elle dure depuis 8 ans, depuis 2014. En 8 ans et avant le 24 février 2022, elle a emporté la vie de près de 14 000 personnes et a causé le déplacement de 2 millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes. Et depuis fin février, cette guerre a pris une autre ampleur. Et les chiffres des morts et des déplacés ont explosé. Il faut aussi dire que c'est une des guerres enclenchées par le gouvernement russe depuis la présidence de Poutine, le gouvernement qui règne par la désinformation, la force et la domination. Un mois après le début de l'offensive, lorsque j'enregistre ces mots, près de 1000 civils ont été tués et près de 1600 ont été blessés, d'après le dernier décompte du Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. À cela s'ajoutent des soldats morts des deux côtés, ukrainiens et russes, pour lesquels il n'y a que des estimations, et ces chiffres s'élèvent à plusieurs de milliers de morts et plusieurs dizaines de milliers de blessés. Selon le Haut Conseil des Nations Unies pour les réfugiés, 4 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine pour se réfugier à l'étranger. Près de 6 millions sont des déplacés internes. Au 22 mars, le nombre d'Ukrainiens et Ukrainiennes accueillis en France s'élève à 26 000. Il y a l'urgence de parler de ce qui se passe, du vécu des personnes qui subissent directement cette guerre. Les habitants de l'Ukraine, qu'ils soient ukrainiens ou pas, les Ukrainiens du monde entier, les Russes, particulièrement celles et ceux qui s'opposent à la guerre et au régime. Dans cet épisode, vous allez entendre Katia, une Ukrainienne installée en France depuis 8 ans, sa mère, Natalia, qui est arrivée en France s'enfuyant la guerre 2 semaines après le début de l'offensive. Mais aussi Sacha, une Russe habitant en France, Manon Fillonneau, chargée du plaidoyer migration à Amnesty International France, et Mustapha, étudiant guinéen en Ukraine. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas écouté le premier épisode, je précise que je viens de Russie. Je suis très fortement, pas physiquement, mais psychologiquement impactée par cette guerre. Je vais en parler plus tard dans l'épisode. Autant c'était extrêmement important de faire cet épisode, autant c'était difficile. Et c'est plusieurs fois que je fondais en larmes lors de son écriture. Mais commençons par écouter Katia, que j'ai connue il y a quelques années par mon amie Sarah, que vous avez entendue dans le premier épisode. Katia m'a également proposé que sa mère, qui vient de fuir l'Ukraine, puisse témoigner aussi. Bonjour Katia. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer dans cet épisode. Est-ce que tu veux te présenter ? Je m'appelle Katia, je suis ukrainienne, originaire de Donbass. J'ai 29 ans, je suis chercheuse en études slaves en littérature contemporaine et j'enseigne la langue et la culture russe à l'université de Strasbourg. J'habite en France depuis 8 ans. Je suis venue en France dans le cadre de mes études. J'ai fait mon master à l'université linguistique de Kiev d'abord, au département d'études françaises, et puis j'ai décidé de continuer mon parcours en France, à Lyon, en master de lettres modernes. Et quels sont tes liens actuels avec l'Ukraine ? Est-ce que tu as gardé des liens depuis ton départ ? Oui, évidemment, toute ma famille habite en Ukraine. Mes parents, ma grand-mère et mon frère jumeau. Habité à Kiev depuis longtemps. Et ma grand-mère y habite depuis les événements de 2014. D'accord. Concernant les événements, les récents événements, la nouvelle étape de la guerre en Ukraine menée par la Russie, cette nouvelle offensive qui était déclenchée le 24 février 2022, comment tu la vis ? Comment ça se passe aussi actuellement pour ta famille, tes proches, tes amis qui sont en Ukraine ? Et oui, c'est pas évident. Le 24 février, tôt le matin, mon portable a commencé à vibrer. Je me suis réveillée en me demandant qui c'était.
Et c'était ma meilleure amie russe qui m'écrivait: Katia, la guerre a commencé, ils sont partout. Je me suis mise à pleurer et appelé ma mère tout de suite sur Facebook. Et elle a décroché en disant que ça allait et qu'elle préparait le sac de secours et qu'elle allait me rappeler plus tard. Bon, après, depuis ces 2 semaines, j'ai déjà essayé plusieurs fois de pouvoir décrire mon état, mais j'avoue, c'est difficile de trouver des mots pour le décrire. Je dirais que c'est comme si j'étais ailleurs et bon, voilà. D'accord. Ouais, c'est encore difficile de trouver les mots pour cet état. Oui. On pourrait là écouter le témoignage de ta mère qui a fui l'Ukraine juste il y a quelques temps, qui vient d'arriver chez toi à Strasbourg. On va écouter son témoignage. Natalia, la mère de Katia, ne parle pas très bien français. Alors c'est Katia qui a fait la traduction écrite de son témoignage en français et sa lecture que vous allez entendre. Je m'appelle Natalia, je suis psychanalyste, je viens d'Ukraine, de Kiev, et je suis récemment arrivée en France suite à la guerre. Le 24 février 2022, le matin, on a entendu le bombardement. C'était loin. J'ai commencé à préparer le sac de secours. La guerre a commencé. On n'arrivait pas à y croire. On y arrive toujours. Kiev même était plus ou moins en sécurité. Mais autour de Kiev, à Boutcha, Irpin, étaient les batailles. On a détruit complètement ces villes. J'ai regardé de nouvelles, les photos des villes dévastées. Et à un moment donné, j'ai imaginé si cela m'arrive à Kiev, si je me retrouve bloquée sous les ruines de notre maison. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Les premiers jours, quand on entendait l'alerte aérienne, on descendait avec ma mère sur le parking souterrain. Il y avait toute la maison, tous les voisins. J'ai eu vraiment peur de me retrouver bloquée avec ma mère sous les ruines de la maison détruite. J'ai donc pris la décision de partir. On avait le temps de préparer les valises, de prendre quelques vêtements, les documents importants. J'ai voyagé avec mon passeport biométrique. Ma mère a traversé la frontière polonaise avec son passeport interne. On laissait passer tout le monde, même sans passeport international biométrique. J'ai même acheté les billets de train à Lviv, mais finalement ils n'ont pas été utilisés, car on est parti en train d'évacuation. Puis j'avais les billets pour le bus à Varsovie en Pologne. On a passé 17 heures à la frontière polonaise dans le bus. C'était épuisant. Surtout pour ma mère qui a 80 ans et qui a des problèmes d'articulation. On est resté quelques jours à Varsovie. Puis on devait partir parce que l'appartement dans lequel on restait devait être occupé prochainement. J'ai demandé à ma fille d'acheter les billets pour le bus Varsovie-Strasbourg. On a passé 3 jours à Varsovie et le vendredi, 11 mars, on est parti à Strasbourg. Je suis arrivée en France chez ma fille Katia. On est arrivé le 12 mars, 2 semaines après le commencement du conflit. À Strasbourg, l'accueil est bien organisé. On vous enregistre d'abord au centre d'accueil des Ukrainiens déplacés, où on vous donne la date du rendez-vous à la préfecture. Nous avons eu notre rendez-vous à la préfecture le 21 mars. Là-bas, on vous donne les papiers sur place, puis on vous délivre l'assurance maladie solidaire, qui vous couvre à 100%, et puis vous passez au bureau d'OFI pour la suite. C'est très bien organisé. Nous avons reçu le récépissé portant la mention protection temporaire, valable 6 mois et renouvelable si besoin. Le FI nous a attribué une carte bancaire élémentaire sur laquelle nous allons recevoir de l'argent dans 30 ou 45 jours. Et en ce qui concerne le logement, il faut s'adresser à la mairie pour commencer la démarche. Il y a des familles françaises d'accueil qui hébergent chez soi aussi. Bon, pour moi, c'est compliqué. Je ne parle pas bien français. Pour l'instant, nous sommes hébergés chez ma fille. Comment se passe la vie ici en France?
Actuellement, je fais beaucoup de choses quotidiennes. Je cuisine, je vais au supermarché. Je continue malgré tout ma pratique psychanalytique. Je travaille beaucoup avec les Ukrainiens déplacés gratuitement. Bon, j'essaie d'organiser mon quotidien. Ce que je laissais en Ukraine est mon cabinet psychanalytique. Je le laissais avec un grand regret. Il y a seulement quelques mois que je commençais à louer mon propre cabinet. J'ai acheté les meubles, je voulais encore acheter quelques décorations là-bas. C'était dur. Ça me fait mal au cœur quand j'y pense. Je suis toujours en contact avec mon mari et mon fils qui sont restés en Ukraine. On parle tous les jours. Mon mari est toujours à Kiev, il travaille et s'occupe de nos animaux. Mon fils est à l'ouest de l'Ukraine, à la campagne. Là-bas, elle est plus ou moins tranquille. Il est en sécurité. Ils ne peuvent pas quitter le pays à cause de la loi martiale, mais ils ne veulent pas non plus. Ils se sentent utiles là où ils sont sur place. Mon fils a même dit que s'il y a la mobilisation totale de la population et s'il est concerné, il ne va pas se cacher ou autre, mais il va servir au pays. Sinon, je ne parle pas beaucoup avec d'autres connaissances. Nombreux de mes collègues et amis sont partis d'Ukraine. Comment je me projette dans le futur? Une bonne question. La seule chose que je veux, c'est de revenir à Kiev. Mon mari, père de Katia, reste toujours là-bas. C'est dur. Merci pour le témoignage de ta mère. Merci beaucoup qu'il ait accepté de témoigner malgré que ces faits sont très récents et ça peut être difficile de parler de ces choses-là. Est-ce que tu peux aussi parler comment ça se passe pour tes amis tes proches qui sont restés sur place, qui sont restés en Ukraine? Pour les amis, ça se passe très différemment. Il faut savoir que les hommes ne peuvent pas quitter le pays à cause de la loi martiale. Ils peuvent à tout moment être mobilisés s'il faut, s'il y a besoin. Mais en ce qui concerne les femmes et les enfants, en tout cas, les derniers chiffres remontent à 2 500 000. Donc, depuis ces 2 semaines, il y a 2,5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le territoire. D'accord. Et en ce qui me concerne et en ce qui concerne mes amis, comme j'ai déjà dit, ça diffère. Par exemple, j'ai une amie qui a traversé la frontière polonaise à pied pendant 8 heures avec son chien en passant par le camp de réfugiés où elle a dormi une nuit. Et d'autres sont partis en train ou en bus. Par exemple, la copine de mon frère et sa sœur. Donc, leur voyage a duré en tout 1 semaine avec de petites pauses. Mais il s'arrêtait de temps en temps en traversant la Moldavie, l'Hongrie, l'Autriche et finalement en arrivant en Italie. Maintenant, elles sont en Italie avec leur mère et leur petite sœur. D'accord. Est-ce que tu peux parler des actions de solidarité qui se mettent en place en France? Peut-être aussi des choses que tu peux observer à Strasbourg? Oui, je vais parler des choses qui sont mises en place à Strasbourg. Alors, nous avons l'association ukrainienne Promo Ukraine qui organise énormément de choses, donc des collectes de dons, de médicaments, de vêtements, des choses de première nécessité. Et aujourd'hui, cette association aide à trouver un hébergement aux personnes qui arrivent. Et depuis le 11 mars, il y a un lieu d'accueil des réfugiés ukrainiens qui est centralisé et ouvert. Et donc, ce centre d'accueil a ouvert ses portes hier. Et il se trouve dans le quartier de la Bourse, au centre-ville. C'est un lieu de pré-accueil, donc de repère en quelque sorte pour accompagner les personnes qui arrivent. C'est un espace où elles peuvent se renseigner sur les questions administratives, sociales, de santé et aussi donc sur l'hébergement adapté et accessible. D'accord. Donc le centre accueille
Bon, à peu près 130 personnes par jour, mais d'après les dernières informations, il y a des queues et il faut prévoir bien une journée entière pour pouvoir y accéder. Et je sais aussi à la préfecture du Bas-Rhin, les choses aussi ont été mises en place et qu'il y aura un guichet spécial réservé aux réfugiés ukrainiens. Merci Katia pour ce témoignage et ces informations. Merci beaucoup Yekat. Merci à toi. Pour approfondir cette question d'accueil des réfugiés ukrainiens actuellement, j'ai contacté Amnesty International France et Manon Fillonneau, chargée de plaidoyer migration dans cette association. Bonjour Manon. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer dans cet épisode. Avec plaisir. Je voudrais vous poser quelques questions concernant l'accueil des Ukrainiens. On voit qu'il y a une mobilisation, un accueil quand même qu'on peut dire qui est sans précédent dans l'histoire récente des réfugiés. Cet accueil qui est fait par le gouvernement français, par les gouvernements européens, est assez exceptionnel. Et au niveau juridique, il s'agit d'un régime de protection temporaire. Pourriez-vous préciser ce qui implique ce régime? Quels droits ouvre-t-il? Alors, en effet, le régime de protection temporaire est totalement inédit en Europe puisque il a été créé en 2001 par une directive de l'Union européenne qui n'a jamais été mise en œuvre jusqu'à aujourd'hui. C'est une directive qui avait été prise suite aux guerres en ex-Yougoslavie où un grand nombre de personnes qui se sont déplacées en même temps sont arrivées en Europe et le résultat d'une action non coordonnée de tous les États membres qui ont offert des protections différentes aux personnes fuyant l'ex-Yougoslavie, l'Union européenne s'est dit du coup on va essayer de s'organiser et donc cette directive protection temporaire a été signée en 2001. Elle n'a jamais été appliquée avant, donc c'est pas une protection au sens de la Convention de Genève qui donne un statut de réfugié, mais elle a pas mal d'autres avantages, c'est-à-dire qu'elle a l'avantage d'être rapide pour les catégories visées. Donc les personnes qui sont visées par la protection temporaire, il n'y a pas besoin d'un examen individuel de leur situation. Cette protection temporaire, elle ouvre plusieurs droits, donc le droit de rester alors 1 an, puis renouvelable 2 fois, donc au maximum 3 ans dans le pays d'accueil. En France, pour l'instant, les personnes qui vont avoir la protection temporaire vont avoir une autorisation provisoire de séjour de 6 mois, qui serait évidemment renouvelable si le conflit perdure. Cette protection temporaire, elle ouvre des droits, notamment l'allocation pour demandeurs d'asile, qui est une allocation, une aide sociale ouverte sous condition de ressources en fonction de si les personnes travaillent ou pas. Donc elle ouvre aussi le droit au travail, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des demandeurs d'asile. Et elle ouvre l'accès à la santé, à la protection maladie universelle. Ce qui est intéressant, c'est que pour les demandeurs d'asile qui arrivent en France, normalement, il y a un délai de 3 mois entre le moment où ils arrivent et le moment où ils peuvent avoir cette protection maladie. Donc il y a un délai de carence qui s'applique. Le délai de carence de 3 mois, exactement, qui a été largement dénoncé par beaucoup d'associations spécialistes de la santé comme Médecins du Monde. Totalement. Et on a vu que ce délai pouvait finalement sauter puisque pour les personnes fuyant l'Ukraine et qui bénéficieront de la protection temporaire, elle sera appliquée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres droits, peut-être aussi quelque chose au niveau de logement, d'hébergement? Alors, les personnes fuyant l'Ukraine ne vont pas rentrer dans le dispositif pour l'asile, mais vont pouvoir bénéficier d'un hébergement. En tout cas, ce que dit la directive, c'est effectivement qu'un hébergement digne doit être fourni aux personnes bénéficiaires de la protection temporaire. Donc, la France va organiser ça de différentes façons. Il va y avoir des hébergements d'urgence qui vont être mobilisés. A priori, les annonces qui sont faites, c'est que c'est en plus de l'hébergement d'urgence qui existe déjà, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens à la rue, un hébergement d'urgence qui est saturé avec des personnes qui sont dans la rue et qui essayent d'avoir une place en hébergement et qui n'en ont pas. Donc ça serait mobiliser de nouvelles places. Le gouvernement compte aussi beaucoup compter sur l'hébergement citoyen, qui est
une bonne chose quand il est encadré, quand il est accompagné et quand il n'est pas forcément massif. Donc, il va falloir être vigilant dans la mise en œuvre. D'accord. Et donc, ce régime de protection temporaire a été mis en place en France, mais vu que ce régime est européen, est-ce qu'il a été mis en place dans d'autres pays de l'Union européenne? Oui, tout à fait. La directive protection temporaire, elle est applicable à tous les pays de l'Union européenne, sauf, je crois, le Danemark qui avait mis des réserves, mais qui finalement va l'appliquer alors seulement pour les personnes ukrainiennes fuyant l'Ukraine et pas les personnes étrangères. Pour la France, c'est un peu différent, je pourrais y revenir. Donc cette décision, elle a été prise parmi l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc tous les ministres de l'Intérieur et de la Justice qui étaient réunis le 3 mars ont pris une décision qui a été publiée le 4 mars. Et en France, l'application de cette directive protection temporaire dans les textes français a été faite par une circulaire qui est sortie le 10 mars. D'accord. Et pourquoi cet outil n'a pas été appliqué auparavant pour d'autres populations fuyant les pays en guerre? Je pense notamment à l'Afghanistan, à la Syrie. Peut-être pourrait-on parler de racisme? Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe pour les personnes qui fuient l'Ukraine, c'est sans précédent. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la réponse est à la hauteur des besoins et de l'urgence de la situation. Après, il y a clairement un deux poids deux mesures et qui peut en effet s'expliquer par le racisme. À Amnesty International, on a par exemple demandé très récemment l'application de cette directive protection temporaire pour l'Afghanistan et avant encore pour la Syrie, sans succès. D'accord, donc en 2015 et en 2021, vous l'avez demandé déjà. En 2021, on pensait que cette directive qui a aujourd'hui 21 ans et qui n'a jamais été activée était enterrée. Mais on voit bien que ce deux poids deux mesures, il se retrouve à tous les niveaux, c'est-à-dire quand la ministre chargée Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, déléguée à la citoyenneté. Voilà, déléguée à la citoyenneté, c'est ça. Elle dit que pour les personnes qui sont parties sans passeport, il y aura évidemment de la souplesse. Ce sont après tout des gens qui fuient la guerre. On ne va pas les bloquer avec des formalités administratives. Et elle rajoute l'humanité, c'est de ne pas ajouter des formalités aux formalités. Je pense que les formalités administratives, c'est ce qui définit par essence le droit d'asile en France, le fait de devoir justifier par énormément de documents des craintes de persécution qui sont très difficiles à obtenir, ces documents, la lourdeur administrative pour avoir accès à l'hébergement, à une allocation, etc. Et donc ce deux poids deux mesures, voilà, il se voit là, il se voit dans la maire de Calais qui accueille à bras ouverts dans sa mairie des ressortissants ukrainiens alors que des personnes meurent et en tout cas vivent dans des conditions très très dégradées à Calais dans l'attente de pouvoir passer au Royaume-Uni. Et actuellement, avec ce régime de protection temporaire, un Ukrainien ou un habitant de l'Ukraine qui fuit la guerre, comment il fait pour pouvoir rejoindre la France, pour pouvoir rester légalement ici? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, les personnes qui sont éligibles à la protection temporaire peuvent se rendre en préfecture. À Paris, il y a un centre monté par France Terre d'Asile qui coordonne un peu toutes les informations pour que les personnes n'aient pas à aller dans différents bureaux remplir des papiers dans plein d'endroits différents. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et ensuite, la préfecture délivre des autorisations provisoires de séjour de 6 mois. Ce qui est important de noter, c'est que il y avait environ 500 000 personnes étrangères qui vivaient en Ukraine. Aujourd'hui, la protection temporaire en France ne s'applique pas à toutes les personnes étrangères qui fuient l'Ukraine. Donc elle s'applique à tous les Ukrainiens, à toutes les personnes qui étaient réfugiées en Ukraine, mais aussi de façon beaucoup moins évidente, elle peut s'appliquer aux personnes qui avaient une résidence permanente en Ukraine et qui peuvent justifier qu'elles ne peuvent pas rentrer dans des conditions sûres et durables dans leur pays ou leur région d'origine. Et donc cette notion de façon sûre et durable, elle n'est pas clairement définie et elle est laissée à l'appréciation au cas par cas, non pas de l'OFPRA ou de spécialistes géopolitiques, mais des préfectures, ce qui fait vraiment craindre un traitement inégalitaire des situations d'un département à l'autre. D'accord, ouais. Donc ça peut être assez inquiétant et donc notamment les étudiants qui ont vécu la discrimination qui a été rapportée par certains médias en fuyant l'Ukraine, etc. Ces étudiants-là qui peuvent retourner
qui n'étaient pas de façon permanente en Ukraine dans tous les cas, risquent de devoir retourner dans leur pays d'origine pour certains qui pourront probablement pas continuer les études qu'ils avaient entamées en Ukraine. D'accord. Et Amnesty International a-t-elle des revendications politiques par rapport à la protection temporaire? Est-ce que cette application de ce régime aux réfugiés ukrainiens pourrait faire, comme on peut dire, faire jurisprudence et ouvrir le débat sur un meilleur accueil de tous les réfugiés? Alors, bien sûr, nos revendications politiques, ce sont celles que j'ai développées, c'est-à-dire une application plus large à toutes les personnes fuyant l'Ukraine, mais aussi la possibilité plus simple pour travailler, c'est-à-dire que sur le papier, c'est possible de travailler, mais en pratique, ça risque d'être un peu compliqué. Au-delà de la protection temporaire, on demande aussi à ce qu'il y ait une protection, par exemple la délivrance de visas au titre de l'asile pour les opposants et opposantes à la guerre en Russie, qui vivent en Russie, donc soit des délivrances de visas dans les ambassades France en Russie, ou si c'est trop dangereux dans les ambassades des pays voisins. Mais voilà, sur ce cadre-là, ce nouveau cadre, la demande n'est pas d'appliquer la protection temporaire à tout le monde. C'est la protection temporaire, elle a quelque chose je veux dire à tout le monde, à toutes les personnes qui fuient tous les autres pays, elle a quelque chose de spécial lié à une crise qui concernerait un grand nombre de personnes en même temps. Pour autant, l'accueil des réfugiés ukrainiennes définit un nouveau standard, en fait, en ce qui concerne l'accueil des réfugiés. Plus de solidarité, qu'elle soit citoyenne ou du côté des États, plus d'accueil, un accès à la santé sans période de carence, un accès au travail. Donc tout ça, ce nouveau standard-là, c'est sûr qu'on va se mobiliser pour qu'il n'y ait pas de traitement différencié des personnes ukrainiennes et des autres réfugiés qui arrivent en Europe et qui fuient des guerres tout aussi destructrices. D'accord. Je vous remercie, Manon. Merci à vous. Merci pour vos analyses et vos explications. Merci. Si on peut constater un traitement différencié dans l'accueil des réfugiés ukrainiens et d'autres réfugiés venus en dehors de l'Europe, des associations alertent également sur le racisme et le tri racial à la frontière polonaise. Les autorités polonaises, en se basant sur le faciès, empêchent des personnes se trouvant en danger de fuir l'Ukraine, de fuir la guerre et de trouver le refuge ailleurs. Les Noirs passent après les Blancs. Il était important d'en parler. Pour cela que j'ai décidé de rediffuser, sur l'autorisation, un témoignage recueilli par Info Migrants à la gare de Lviv en Ukraine, une ville située à 70 km de la frontière polonaise. Il s'agit de témoignage de Mustapha, étudiant guinéen en Ukraine. Écoutons-le. Quand on est parti à la frontière, j'étais avec 8 groupes. On nous a bloqués là-bas, on nous a dit que les Noirs ne rentrent pas, alors qu'on voyait les Blancs passer. Et c'était pas juste ça. Ça fait mal, je jure. On voyait les Blancs rentrer, mais ils nous ont dit que les Polonais disent qu'il n'y a plus de place pour les migrants, qu'ils ont accueilli beaucoup de migrants. On est quitté là-bas, on est venu ici pour trouver une autre solution pour pouvoir quitter le pays, partir soit en Slovaquie ou en Hongrie. C'était un matin, je dormais avec mon grand frère et à 6 h du matin, j'ai entendu les coups de feu. On s'est levé, on s'est mis à la fenêtre à regarder. On ne savait pas c'était quoi. Et après quelques secondes, on a appris que la Russie a envahi l'Ukraine. On s'est enfui, on est parti à la frontière polonaise. Jusqu'à présent, on est là, on a fait 4 jours ici. On ne dort pas. Chaque jour, c'est comme ça. On essaye de quitter, mais impossible. La situation, c'est grave. Franchement, c'est grave. En plus de tout ce que vous avez entendu dans l'épisode, il était aussi important d'avoir un témoignage des migrants russes s'opposant à la guerre. Celui de Sacha et le mien. Depuis le début de l'offensive russe, j'ai échangé plusieurs fois avec Sacha, une amie russe que j'ai rencontrée il y a près d'1 an par une amie française. Les quelques dernières fois qu'on s'est vu depuis le 24 février, on a parlé quasiment uniquement de ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie. De la guerre, des morts, des protestations, des répressions,
de la censure, de la torture. Si moi-même depuis ces dernières semaines je ressentais un mal-être profond, de la colère, de la honte, de l'impuissance, je pense que ces ressentis sont encore dédoublés chez Sacha. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle participe dans cet épisode. Bonjour Sacha. Bonjour Ekat. Sacha, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Sacha, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Russie, notamment de Saint-Pétersbourg, et je suis en France depuis 2 ans et demi. Je suis venue pour continuer mes études en sciences sociales. Je n'avais pas de projet de rester en France, mais entre le Covid, les frontières des fois fermées et d'autres circonstances, je ne suis jamais rentrée depuis mon arrivée fin août 2019. Mes proches n'ont pas pu venir non plus. Sacha, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens par rapport à la guerre menée par la Russie en Ukraine actuellement ? Difficile de trouver mes mots pour exprimer tout ce qui se passe actuellement. D'abord déjà parce que pour moi c'est du jamais vu et du jamais vécu. Franchement c'était un état de choc et d'un choc profond et assez violent. Et ensuite parce qu'il est difficile de me sentir légitime de parler de mon propre choc, mes propres angoisses, mes préoccupations, alors que c'est les Ukrainiens qui sont en train de vivre quelque chose de tellement pire que moi je vis. Donc par-dessus tout ce que je dis, il y a toujours une pensée de fond entre guillemets chez moi qui me rappelle que je dois être une parfaite égoïste si je parle de moi et du fait que moi je ne vais pas bien, car par rapport aux souffrances des Ukrainiens ce n'est rien. Mais je pense que quand même c'est important de parler de ce qu'on vit pour pouvoir extérioriser, pour pouvoir s'écouter, s'entendre et s'entraider maintenant et plus tard. Et de mon côté, il est important de parler parce que moi je peux le faire. Étant en France, je ne mets pas ma vie en danger, en tout cas pas immédiatement. Au contraire de mes amis qui sont en Russie, voilà. Je trouve que c'est tout à fait juste ce que tu dis Sacha au niveau des vécus inégaux et de la légitimité de la parole. Quand je regarde les reportages, quand je vois des villes ukrainiennes détruites, les personnes qui sont parties en fuyant les bombes, quand je regarde les chiffres des morts, ce n'est pas à comparer avec nos vies ici en France en sécurité physique. Mais je pense aussi que c'est important de parler et de donner notre vision, une vision des Russes anti-guerre, anti-régime, sur cette guerre. Et je pense même au-delà des personnes qui sont anti-guerre, en Russie, il y a une telle désinformation, en fait, on peut parler même plutôt d'une machine de propagande qui a été mise en place depuis une vingtaine d'années et qui a été relancée puissance 1000 depuis 2014. Donc les personnes juste ne se rendent pas compte en fait de ce qui se passe en fait parce qu'ils sont désinformés. Mais c'est tout le monde qui va subir les conséquences, tout le monde en Russie aussi va subir les conséquences de cette guerre, même les gens qui sont pro-guerre. Et d'ailleurs, là, j'ai pensé à une phrase d'une chanson anti-militaire, libertaire, La rue des Lilas. Et d'ailleurs, j'ai appris que cette phrase, elle venait de Paul Valéry. La guerre est un massacre des gens qui ne se connaissent pas, au profit des gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Donc c'est pas une opposition des peuples, comme certains veulent faire croire, mais c'est vraiment une expression, c'est une volonté d'une poignée de gens en Russie, c'est une expression de militaires impérialistes, et rien d'autre. Oui, et pour moi c'est d'autant plus impensable que j'ai grandi jusqu'à peu près mes 21 ans à Saint-Pétersbourg, la ville dont l'histoire est plus que marquée par la Seconde Guerre mondiale, car elle était assiégée pendant presque 3 ans, mais n'a jamais cédé. Et ce récit de Leningrad, qui est l'ancien nom de Saint-Pétersbourg, de ce Leningrad héroïque, fait une partie très importante de ma construction et comme Sacha, et de ma socialisation. J'avais en moi une fierté sans faille d'être pétersbourgeoise et d'être russe, et j'étais aussi plus que persuadée
de l'impossibilité de la guerre quelconque et surtout de la guerre initiée par mon pays. Et donc d'un coup tout a basculé. Me voilà le 24 février dernier, je me réveille le matin et la première chose que je vois, c'est que l'armée de mon pays a franchi les frontières de l'Ukraine, d'un pays comme on dit en russe fraternel. Tellement on est interconnectés sur plusieurs aspects. C'est vrai, il y a beaucoup de liens familiaux, amicaux. Oui, des amis. J'ai des connaissances en Ukraine, même si j'ai pas de famille, mais il y a beaucoup d'amis à moi qui ont de la famille en Ukraine, donc vraiment et voilà. Et le mot guerre, c'est inimaginable. Il n'arrivait pas le 24 février à se former dans mon cerveau, mais il n'arrive pas trop, enfin toujours pas. C'était juste pas possible de m'habituer et de prendre conscience de ce qui se passe. Je me disais que non, mais c'est pas possible que ce soit nous qui commençons ces actions militaires. Tous mes repères d'un coup sont bouleversés. J'essaie de me réveiller de ce cauchemar alors que je suis déjà parfaitement réveillée. Et donc le 24, pareil, enfin je fais des recherches, je vois les images sur mes réseaux sociaux, dans les médias, notamment la vidéo des alarmes des sirènes à Kiev, et je pleure et je refuse d'y croire, et je pleure encore, et je me détache plus de ce flux d'informations en essayant de comprendre, de me faire une image ou un avis. Et soudain il y a une pensée qui vient, mais comment vais-je arriver à dire à qui que ce soit désormais que je suis russe alors qu'ils font ça en mon nom. Je sens mon identité, mon intégrité s'effondre en quelque sorte, et cette fierté dont j'ai parlé d'être russe, elle était d'un coup remise en question. C'est très difficile à vivre. Et voilà, depuis bientôt 3 semaines maintenant, j'ai l'impression que c'était hier. Je ne sors plus de cet état dépressif entre le déni, la colère, l'apathie qui se suivent en boucle un peu. Il est très 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 difficile de trouver un sens des choses, d'imaginer l'issue de cette situation, car tout paraît catastrophique, ça l'est. Et ça pour, à mon avis, plusieurs décennies et plusieurs générations. Voilà. Et toi, Ekat, tu te sens comment par rapport à tout ça? Alors, il faut dire déjà que moi, j'ai jamais été fière d'être russe. Je pourrais pas dire que c'était une honte, mais je pense quelque chose de quand même assez proche, vu que j'ai été élevée dans une espèce de fascination pour la culture occidentale, pour l'Europe, pour l'Amérique. Mais justement, depuis quelques semaines, là, effectivement, j'ai honte. Et il y a quelques jours, après le début de l'offensive russe en Ukraine, dans une soirée, on m'a posé cette question habituelle de « Est-ce que tu viens ?» Donc je dis que je venais de Russie. Et la personne m'a répondu « Ah oui, la guerre !» Donc voilà, aussi c'est difficile de trouver les mots pour décrire mon état. Donc ce que je disais, c'est de la colère, de la honte, beaucoup de colère, de l'impuissance aussi. Donc je sais même pas comment vous décrire ce que pourrait ressentir une personne quand le pays de votre origine, le pays avec lequel on vous associe et dont le gouvernement vous ne cautionnez pas, attaque un autre pays et commet des meurtres. Oui, je comprends, et par rapport à ça, j'ai vu une citation, j'ai vu beaucoup de choses sur internet, notamment une citation qui disait que la Russie, en ce moment, était en train de commettre un meurtre et un suicide en même temps. Et franchement, ça me parle. Je pense que c'est assez juste. Le gouvernement de Poutine, qu'on n'a même pas choisi en fait, car plusieurs dernières élections étaient une blague. Le gouvernement de Poutine est en train de rendre des milliards de Russes encore plus pauvres. Les sanctions occidentales, même visant bien sûr les élites et les politiciens, ont un effet terrible sur la population entière. Il suffit de regarder le taux de rouble, la monnaie russe, qui a tellement chuté par rapport à l'euro,
que les prix augmentent partout, et pas que. Il y a les banques sanctionnées, ce qui ne simplifie pas la vie aussi de la population et des personnes ordinaires. Certaines coopérations sont stoppées ou gelées, même dans le domaine universitaire. Donc c'est pas non plus les élites politiques qui souffrent. Les lois qui sont adoptées font de la Russie de Poutine plus qu'un état policier, et ça me fait peur. Et je suis en colère contre cette situation. La perspective de 15 ans de prison pour juste avoir dit que l'armée russe est un agresseur. Donc c'est plus que la censure, en fait. La fameuse loi anti-fake, soi-disant. Ouais. Et les arrestations, bien sûr, des gens qui manifestent, même en solo, avec des feuilles blanches, avec des astérix, ou enfin des petites étoiles qui représentent le nombre de lettres, même pas les lettres et les mots qui disent non à la guerre, mais juste l'allusion. Et les gens qui sont en train de manifester avec des enfants sont arrêtés avec ces mêmes enfants et passent des heures et des heures, soit dans les voitures des forces de l'ordre, soit enfermés. La liberté d'expression, elle n'existe plus, avec le blocage des médias et des réseaux sociaux. Et aussi, ça concerne mes proches directement, bien sûr, parce que toute ma famille et toutes mes proches sont en Russie. Et ils subissent déjà des conséquences. Ils ont peur de parler, de manifester. Ils ont vu tous leurs projets professionnels et personnels voler en éclats. Je sais pas comment dire autrement. Parce que leur travail, il est lié, par exemple, de mes proches à des achats et des ventes internationales. Avec le taux de rouble actuel, c'est plus que catastrophique. Je sais pas comment ils vont faire. Et les plateformes internationales de vente et les moyens de paiement ne fonctionnent plus ou presque. Donc une partie d'activité et de revenus a disparu d'un coup. Je sais pas si c'est clair, et en fait j'aimerais donner des exemples plus concrets pour que ce soit plus parlant et peut-être plus perçant, mais ce dont j'ai peur qu'ils soient reconnus si je parle de leur lieu de travail ou du fait s'ils manifestent ou pas, parce que moi je suis en France, mais en même temps moi je sais pas s'ils vont subir des conséquences de mes paroles à moi. Donc vous imaginez à quel point la situation elle est difficile à gérer. Ouais, c'est vrai que c'est un danger, un réel danger. C'est vrai que aussi moi, contrairement à toi, Sacha, j'ai pas beaucoup de liens avec la Russie. Donc en 7 ans de vie en France, je suis allée une seule fois. Puis même au niveau des liens personnels, je parle surtout avec ma mère et ma grand-mère, mais de temps en temps, donc les liens sont assez faibles, et notamment parce que à cause des accords politiques. Donc elles sont pro-régime, et je sais qu'il n'y a pas de dialogue avec elles. Je me suis vraiment déjà cassé les dents à les faire changer d'avis, de leur faire comprendre des choses, donc je sais que ça ne marche pas. Donc j'apprends ce qui se passe en Russie et en Ukraine par les médias français, par les médias alternatifs russes, russophones, mais je vois déjà ce qui se passe au niveau de la situation économique. Et ça m'inquiète beaucoup, déjà parce que ma mère a quasiment pas de revenus, et elle compte beaucoup, déjà dans cette situation, elle compte beaucoup sur moi pour le soutien financier. Mais toi, Sacha, au-delà de tes liens avec la Russie, tu comptes y retourner, en plus? En fait, oui, quand j'étais venue en 2019 en France, je n'avais pas vraiment de projet d'y rester. Parce que je m'imaginais pas être détachée de pays que j'aime beaucoup. Mais pendant ces 2 ans, la situation s'est beaucoup dégradée en Russie politiquement et pas que. Et clairement, je ne reconnais plus mon pays et j'ai du mal à imaginer mon retour, en tout cas tout de suite. Je ne suis clairement pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement russe. Je précise, pas vraiment choisie. Et maintenant aussi j'ai peur que si je dois retourner en Russie, je vais aussi subir des conséquences et des répressions parce que j'exprime ma position, je vais manifester, je laisse les traces sur internet. J'ai des prises en photo lors des manifs par exemple, et ces photos ont été diffusées
Et si jamais, je pense que ça peut paraître ridicule, mais cette peur, elle est quand même présente, que les autorités en Russie vont apprendre, vont trouver des images parce qu'ils vérifient les portables. En ce moment, ils peuvent même checker les conversations, ce qui est normalement le droit d'avoir des conversations privées, c'est protégé par la Constitution, mais on a déjà vu des témoignages que ce droit il est violé. Et c'est vrai qu'on s'expose, même avec cet enregistrement de ce podcast, de cette émission, on prend des risques aussi. Et en sachant qu'en Russie, il y a des gens qui ont eu des peines de prison pour avoir reposté un truc sur les réseaux sociaux. Voilà, donc... Oui, donc mon projet, en fait, j'ai voulu vivre entre les deux pays, promouvoir l'amitié et des échanges entre nos cultures que j'aime beaucoup, même si ça sonne un peu naïf. Et là, je ne vois plus comment je pourrais faire, ni maintenant, ni sur du long terme, vu le contexte politique et la situation en général. Je n'ai pas vu ma famille depuis 2 ans et demi, et je sais pas quand et comment je pourrais le faire. L'espace aérien est plus ou moins fermé. Les compagnies aériennes boycottées, les avions ne sont plus pris en charge par le contrôle technique. D'ailleurs, c'est assez flippant. Très franchement, je sais pas comment les autorités russes vont faire dans quelques mois si la situation reste la même. Ça veut dire que en Russie, prendre l'avion, ce serait dangereux. Et même si c'était possible de partir en Europe, les billets coûtent 2 salaires à peu près mensuels de ma mère. Je sais pas s'il pourra bientôt s'acheter tous les médicaments nécessaires si ça continue comme ça avec le taux de rouble et avec les approvisionnements, parce que pas tous les médicaments qu'il faut à la population sont produits en Russie. Et s'il pourra se soigner en cas d'urgence, et ça aussi, c'est le gouvernement, la guerre, les sanctions, bref, la politique, et ça me désespère. Mais en même temps, on peut dire que j'ai de la chance, mes proches sont vivants, mes connaissances en Ukraine et leurs proches aussi. Mais nos vies à tous et à toutes ont changé. Ce qui s'est passé, c'est terrible et irréparable, et les conséquences sont et seront pour encore longtemps très lourdes, et ça sur tous les plans. Et j'aimerais aussi rajouter que ça pourrait paraître bizarre ce que je dis, mais les Ukrainiens sont unis contre un agresseur extérieur. Donc en fait, ils sont obligés d'être courageux, et c'est comme ça qu'on devient courageux, quand en fait il ne te reste rien derrière, tu protèges ta terre contre quelqu'un qui est extérieur. Alors que les Russes, malheureusement, sont désunis et fracturés par la propagande, par la peur, par les répressions. Il est, à mon avis, beaucoup plus difficile de se battre contre quelqu'un qui est, disons, à l'intérieur, qui n'est pas censé être ton ennemi, donc ton gouvernement. Et c'est pourquoi on peut dire que je sais pas du tout ce qui va se passer après, parce que je sais pas comment on va s'en sortir politiquement et humainement de toute cette situation. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tes analyses, Sacha. Et merci d'avoir participé dans cet épisode. Merci beaucoup, Ekat, de m'avoir invité. C'est la fin de cet épisode. Je n'ai qu'un seul souhait, que cette guerre cesse et que tout ça ne soit qu'un cauchemar du passé. Si vous êtes concerné par cette guerre, si vous vivez ou viviez en Ukraine, vous êtes ukrainien, ukrainienne, vivant en France ou ailleurs, n'hésitez pas à témoigner sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Votre parole est très importante. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes ou Spotify. Et n'oubliez pas, en tant que migrant, migrante, vous pouvez participer dans ce podcast. L'écriture de l'épisode, l'enregistrement et le montage sont réalisés par Katia, Sacha et Ekat. La musique par Rodrigo Leveman. Les visuels par Iris Durand. Je remercie Katia, Natalia, Sacha, Manon Fillonneau et Amnesty International France pour leur participation dans cet épisode. Je remercie également Info Migrants pour l'autorisation de rediffusion. On vous dit à bientôt dans le prochain épisode qui sera consacré aux droits des étrangers.